Bonsoir à toutes et tous, salut Baleno, salut Jeff, salut Bandini, salut Julot, salut Marsupilami, salut Hurlelou, salut Sacha, salut Soupapus, salut toutes celles et ceux que je ne peux pas saluer parce que vous êtes très nombreux ce soir et peut-être que la chute du gouvernement de Michel Barnier y est pour quelque chose. Bienvenue dans le talk de France Info, 2 heures de stream les mercredis et les jeudis pour mettre le nez dans le grand vent de l'actu, pour aller humer ce qui se trame dans les coulisses de la marche du monde. 2 heures de débat et d'idées autour de l'actu politique, scientifique, géopolitique, diplomatique, du web et de la tech avec sous les projecteurs des rêves, des passions raisonnées, des raisons des passionnés et des rêves passionnants certainement. Aujourd'hui, une seule heure de stream, le talk se réorganise, c'est exceptionnel et on se retrouvera la semaine prochaine avec les horaires habituels, 17h, 19h avec l'équipe du talk, Cyril, Stéphanie et des mercredis Camille qui va remplacer Jeanne à la programmation, qui est partie rejoindre l'antenne de France Info. Camille qu'on vous présentera dès la semaine prochaine. Ce soir de 17h à 18h, la chute du gouvernement de Michel Barnier après une motion de censure votée hier soir à l'Assemblée nationale et qui laisse la porte grande ouverte à un grand courant d'air d'incertitude qui, pour succéder à Michel Barnier, renversé la veille par 331 députés et qui détient désormais le record peu enviable de brièveté à Matignon sous la Ve République. Quand sera nommé le Premier ministre ou la nouvelle Première ministre? Quand les alliances, comment les alliances se recomposeront-elles? Quel sera l'avenir d'Emmanuel Macron? Plein de questions auxquelles on va répondre pendant une heure avec vous dans le chat. Posez vos questions, je les passe directement aux invités. Et mes invités qui sont justement déjà installés dans les canapés du talk. Bonsoir, bonjour, il est 17h, on dit bonsoir. Bonjour Émilie Zabalski. Bonjour. Salut Émilie, t'es communicante poétique, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. À mes côtés, Jean-Christophe Gallien. Salut Jean-Christophe. Salut. T'es politologue, expert en communication politique. Ce n'était pas arrivé depuis 1962. Un gouvernement tombe après le vote d'une motion. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, hier à l'Assemblée nationale devant les députés après le vote de la motion de censure. Le gouvernement de Michel Barnier est donc tombé après une motion de censure de la gauche, largement adoptée grâce aux voix du Rassemblement national qui a mis ses menaces à exécution. Emmanuel Macron, président de la République, prend acte de la démission de Michel Barnier. Il assure désormais les affaires courantes. On va revenir peut-être tout à l'heure à ce qu'on entend par affaires courantes, donc jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre, la composition d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre lui a présenté sa lettre de démission ce matin. Le chef de l'État a débuté ses consultations, François Bayrou, Yael Braun-Pivet ou encore Gérard Larcher. Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français ce soir à 20h dans une allocution télévisée. Qu'est-ce qu'il va dire Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il peut dire ce soir? On commence par faire un petit peu de poétique fiction. Émilie, tu es Madame Irma, vas-y. Alors, ce qu'on entend dire de la part de l'Élysée, c'est Emmanuel Macron va vite trouver un nom pour ce Premier ministre qui risque de ne pas rester très longtemps Premier ministre. Donc voilà, l'idée, c'est probablement d'essayer d'aller vite. On sait que c'est pas forcément la caractéristique principale d'Emmanuel Macron, en tout cas dans ses habitudes. Mais là, c'est vrai que la situation demanderait à ce qu'on avance quand même assez rapidement. Le problème, c'est trouver un Premier ministre qui puisse ne pas être renversé à nouveau en quelques semaines ou mois. Là, la mission semble assez impossible, surtout quand on entend dire que ce serait Bayrou qui prendrait la relève. Globalement, c'est à peu près la même chose que Michel Barnier, mis à part le fait qu'il pourrait un petit peu plus discuter à gauche, qu'il a moins froissé le RN. Mais globalement, on est toujours assez dans cette perspective qui a été réalisée par Michel Barnier et qui a échoué. Donc je pense que c'est important que Emmanuel Macron prenne la parole. Il y a beaucoup de regards qui se portent sur lui parce que beaucoup veulent sa peau, globalement, que ça soit politique, citoyen, citoyenne. Tout le monde le rend un peu responsable du chaos. Donc c'est important qu'il s'exprime. Après, la capacité à être entendu, mis à part le nom d'un Premier ministre, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose qui puisse passer dans les oreilles des uns et des autres. Moi, je crois que c'est exactement ça. Quelle est sa part aujourd'hui d'affinité avec le peuple français? Si on était dans le digital, on se dirait, mais il a une audience, oui, certes, mais comment rentrer dans un engagement qui permette effectivement Audience pour qui n'est pas très lui... qualifiée. Exactement. Alors, elle est là, et alors, évidemment, il parle à tout le monde, donc c'est compliqué, hein. C'est difficile d'être sur un marché total, global, c'est compliqué. En même temps, il est aujourd'hui sous pression. Évidemment qu'il est sous pression. Il a déclenché une espèce de moment politique qui était à l'intérieur d'une élection, vers une autre élection, ensuite a pris son temps, à peu près dans des conditions similaires à ce qu'on a maintenant. C'est-à-dire, il y avait un été, un grand événement international.
Et puis après une rentrée, il s'est dit d'ailleurs, on va enjamber cette période-là, on va exécuter les affaires courantes, comme vous l'avez dit. Là, on a quelque chose qui ressemble un peu. On a un grand événement international qui est là, alors qui va être plus court. Ça dure 2 jours. Il y a notamment une célébration importante. C'est la réouverture d'un Notre-Dame qui a été rapidement, heureusement, soigné d'un incendie terrible. Et donc là, il y a des grands de ce monde qui sont là. Et en particulier, un des grands de ce monde, celui qui n'est pas encore en exercice, mais qui est président élu des États-Unis. Alors, il manque le pape, qui s'en va en Corse la semaine prochaine. On ne comprend pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est un moment important. Et puis après, on arrive Donc, tu parlais de Donald Trump. De Donald Trump, exactement. Et puis derrière, on a une période qui est une période de fête, une période de transition, une période de pause. Alors, on peut l'appeler culturelle, cultuelle, comme on veut. Est-ce que c'est une fête qui vraiment va faire communier tous les Français? Ouais, c'est une fête qui quand même, moi je crois qu'elle est quand même sanctuarisée, quel que soit. Et alors moi, ça me plaît de le dire. Vous voyez, c'est pas un truc qui est forcément aujourd'hui. Je ne dis pas que ça n'intéresse Non, personne, je on trouve sera en que spécial, non, mais c'est un d'ailleurs. moment classique. C'est un moment où on s'arrête. Il y a d'abord les enfants sortent de l'école, les enseignants sont en vacances. Alors là, ils sont dans la rue aujourd'hui face à un gouvernement qui n'existe plus. C'est quand même très intéressant. Mais donc, on est face à un moment qui est normalement un moment on appelle ça la trêve des confiseurs. C'est pas juste, si vous voulez, ni religieux, ni quoi. Mais ça l'est quand même aussi. Donc on est dans un contexte qui culturellement est quand même là. C'est pas qu'un moment de consommation. C'est beaucoup de choses. C'est familial, c'est des retrouvailles. Ça existe dans pratiquement tous les pays, en tout cas, même du monde, en tout cas dans notre hémisphère. Et donc c'est un point très important. Et je pense que le président de la République, là, il est entre deux eaux, lui aussi. C'est-à-dire que évidemment, il a une pression forte, mais dont je pense qu'il se fiche totalement. C'est-à-dire qu'on l'a vu à l'œuvre ces derniers temps. Il a une pression forte, il a quelque chose qui lui va bien, c'est-à-dire peut-être exercer une espèce de postulat personnel et totalement isolé sur l'événement de ce samedi et de dimanche, c'est-à-dire que ça lui appartient. Voilà. On peut même imaginer qu'il soit presque, non pas content, mais quand j'ai vu son attitude ces dernières semaines, si vous voulez, autour de Michel Barnier notamment, on peut se poser la question, et de ses amis proches d'ailleurs, qui ont imaginé, si d'ailleurs par hasard il avait un nom ce soir, s'il avait même un gouvernement, parce qu'un nom c'est pas un gouvernement, on pourrait se dire d'ailleurs que dans un cynisme absolu, il aurait encore imposé un nouveau, c'est comme dans les jeux vidéo, il serait monté encore en gamme, c'est d'un autre niveau, cette fois-ci il serait au niveau plus qu'expert, et qu'il aurait préparé à l'avance, si vous voulez, la solution de quelque chose qu'il aurait sinon exécuté, en tout cas peut-être imaginé, pour pas dire préparé. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Moi je pense pas un seul instant qu'il puisse avoir ce soir et le nom et le gouvernement, mais s'il l'avait dans les prochains jours, je pense qu'on aurait quelque chose qui dirait que politiquement que oui, il y a un souci qui est beaucoup plus large. Donc je reviens à la pression. Je pense que lui, à un moment donné, de toute manière, il va falloir qu'il fasse face à oui, cette affinité qui n'est plus, cet engagement qui n'a presque jamais été, et puis sa légitimité personnelle, elle n'est pas contestée, rien ne l'oblige à s'interroger sur le fait de rester ou pas rester, mais ce peuple qui est là et qui a voté pour lui, en tout cas en partie à 2 reprises, il est aussi en question, il est aussi incertain, il n'est pas seulement agité par les uns et par les autres, il se pose des vraies questions, et à un moment donné, je suis très content de vous avoir tous les deux, parce que je pense que vous n'allez pas être d'accord tout à fait. Bon, alors, je me permets tout de même, parce que tu parlais de Notre-Dame de Paris, je ne pensais pas du tout qu'on allait en parler, mais en fait, tu as raison, effectivement, Emmanuel Macron a scénarisé quand même ce moment. Mais bien sûr. Mais bon, cela dit, Il y a un parallélisme. et je pense qu'Émilie va le dire à ma place, parce que moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Et France Info est en spécial, si vous voulez regarder la réouverture de Notre-Dame de Paris. Non, mais tu vois. Oui. Mais certainement. Mais j'ai par exemple, et le chat à cet égard est très pratique pour moi. Wouzit nous dit, salut Wouzit, qui dit, je suis quand même sceptique, c'est quand même très catho, parisien, et pas sûr que ça intéresse les moins de 35 ans. Non, mais et je dirais même les moins de 45 ans. Moi, je pense que c'est pas catho, mais bon, après, vas-y. Non, mais Notre-Dame, je vois ce que tu veux dire, mais c'est global. Je ne sais pas si cet événement si c'était catho, il y aurait pas. Non, mais il y a 2 choses. Il y a Notre-Dame, le patrimoine. Si on enlève le côté catholique, c'est quand même quelque chose qui a marqué les esprits. Même Trump, quand même. Donc oui, forcément, c'est quelque chose d'important. Et aussi, Emmanuel Macron adore ce type d'événement, comme il adore les commémorations. Il fait des grands discours lyriques, il se sent bien dans un rôle presque d'acteur. Ça marche pour lui. Il adore ça. Il adore ça, et quelque part, il se sent entendu. Et c'est le seul rôle. Moi, j'ai envie de dire, Macron, il n'a pas démissionné, mais il est déjà complètement out. Donc, mis à part, comme je le disais, annoncer un Premier ministre, un gouvernement, il ne faut pas pousser quand même, mais au moins un Premier ministre, ok, il sera entendu. Mais le reste, je pense que sa parole est complètement démonétisée. Après, sur Noël, alors je ne suis pas d'accord, parce que je pense que, oui, ça représente toujours un moment, les vacances, etc. Mais
Mais je C'est pense une que les trêve. Français sont sur d'autres problématiques, hein, même pour faire des cadeaux. Non. Il y en a qui vont devoir Non. quand même se sucrer pas mal de choses pour essayer de Non. faire les cadeaux pour le plus petit. Par contre, c'est une période, c'est vrai qu'on a l'année qui se finit, il y a le début d'année, il y a un peu les bonnes résolutions, mais il y a surtout l'élan qu'on a envie d'avoir pour une année nouvelle. On attaque 2025 et là, qu'est-ce que c'est? C'est un marasme politique qui va se transformer en marasme économique qui est déjà un peu là, avec des défaillances, des acteurs économiques qui attendent en fait qu'il y ait un gouvernement, des ministres démissionnaires. Donc oui, moi je pense qu'il faut souhaiter que ça dure pas longtemps parce que ça doit être très désagréable pour eux, mais c'est très désagréable pour tous leurs interlocuteurs à qui ils ne peuvent rien dire. C'est-à-dire, je fais les affaires courantes, décision, aucune décision. On voit sur nos fichiers, nous, toutes les conférences de presse, tout ce qui est annulé parce que des ministres démissionnaires ne décident rien. Moi, je pense que donc on a un Macron qui est out. Qui risque de refaire la même chose, donc bis repetita sur ce qui vient de se passer, c'est-à-dire qu'il va prendre globalement les mêmes options, un centre droit qui essaie de parler à la droite, qui essaie de parler même éventuellement à l'extrême droite pour ne pas se faire censurer. Pour l'instant, c'est la voie qui l'en prend, puisqu'on entend dire qu'il ne croit absolument pas à la solution à gauche. Il faut dire qu'à gauche, on n'a pas non plus des interlocuteurs très tolérants qui seraient prêts à faire des compromis, des concessions pour essayer de faire fonctionner certes arc républicain dont on a encore entendu parler aux législatives, mais qui ne représente qu'une défense au moment des élections et qui ne représente aucun programme, même pour 6 mois. Parce que, en gros, là, il faut s'organiser pour aller jusqu'à la dissolution qui ne peut avoir lieu qu'en juin, début juillet, donc probablement plutôt septembre. Essayer de ne pas avoir des gouvernements qui, chacun leur tour, vont être censurés et donc vont tomber. Là, on entend dire, mais c'est dans les mots, chacun essaye de construire ce front républicain, tous disent, alors Jadot, il parle de pacte républicain, je sais pas quoi, enfin tous ils disent la même chose, c'est-à-dire du PS au LR. Est-ce qu'ils sont capables de traduire ce front républicain des législatives en 5, 6 orientations pour tenir jusqu'à la dissolution et ne pas être censurés? Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, ça reste dans les mots. Et il y a une raison bien principale à ça, c'est que tout le monde dans cette Assemblée a l'agenda 2027 dans la tête. Donc toutes les décisions sont prises en fonction de ça. Donc ils ne s'en démordront pas, ils ne s'allieront jamais avec des futurs adversaires pour 2027. C'est très dommage hein, parce qu'on attend quand même si on comprend bien hein, ces difficultés sur le plan politique, mais on attendrait, maintenant que Macron nous a montré un petit peu son entêtement, on attendrait des députés peut-être un peu de responsabilité, un peu de penser à l'intérêt général, un peu de penser aux Français et aux Françaises, même si on comprend encore une fois qu'ils ont chacun leur lutte politique avec leur programme. Moi, voilà, franchement, je pense que on en est plutôt à cette heure-là. La France, elle va pas tomber, elle va pas tout ça. Mais si ça dure, ça risque d'être quand même problématique. Et moi, je pense à ceux et celles qui attendaient un peu des réponses. Il y a certaines personnes, ça va les arranger que le budget 24 soit reconduit. D'autres, ça va pas les arranger du tout. Mais globalement, on peut pas rester dans ce schéma d'incertitude pendant trop longtemps. Ça va nous faire du mal. Et je parle même pas sur le plan géopolitique et la puissance économique qu'on représente de moins en moins. Oui, alors sur la dimension instabilité, on l'a finalement, on ne gouverne plus depuis le mois de juin. Donc en fait, la réalité, faire, hein. c'est que ça fait 6 mois qu'il n'y a plus rien de ce niveau-là, qu'on a face à nous des gens qui gèrent les affaires courantes, puis Mais ensuite même commencent avant, à parce que travailler. Attal a fait beaucoup d'annonces auparavant. mais non, mais c'est un sans vrai, que ça se non, mais c'est un traduise vrai derrière gouvernement. les agriculteurs. Oui, non, mais il y a quand même eu un exercice. Il y a plein Non, de mais non, choses qui ont on peut été, pas dire. annoncées, Il y mais a quand pas même un réalisées, exercice législatif. Il y a quand même des choses qui ont été votées. On avançait, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, une préparation, voilà, un budget qui était vérifié. Ouais, tout ça était quand même tout à fait normal et a pu gouverner. C'est pour ça que personne n'a compris cette histoire Budget de en dissolution. deux Non, semaines. mais c'est important. Il faut quand même le dire. La France n'était pas arrêtée depuis le mois de janvier. Donc ça, c'est un point essentiel. Après. Oui, bien sûr, l'incertitude, elle est surtout valable, même après, et j'insiste sur ce moment de pause que vous considérez avec une grande légèreté, je trouve. Ce moment de pause, il est important Demi-légèreté. culturellement, à tout point de vue, et politiquement aussi, et économiquement. Il est très important économiquement. Et alors, en fait, qu'est-ce qui se passe aussi dans l'économie en général depuis ce mois de juillet? Il n'y a plus de décisions qui sont prises dans l'économie réelle. Si vous voulez, l'économie réelle, c'est celle des entreprises, mais aussi des gouvernements locaux, mais aussi de gens à qui on vit à l'extérieur. Bon,
tout ça est très suspendu. On est en pause permanente et ça, c'est très compliqué parce que si effectivement certains acteurs, notamment plutôt des très grandes entreprises, sont très contents de la projection du budget 2024 sur 2025, il y a Une partie des retraités. mais aussi les chefs, mais aussi aussi les gens. les Pas surtaxes. seulement. Il y a par exemple des remboursements de médicaments. Ça veut dire que ça, c'est les grands laboratoires pharmaceutiques qui voyaient perdre beaucoup de chiffre d'affaires. Bon, il y a plein. Les compagnies aériennes. Bon, il y a plein d'éléments qui sont quand même là, qui sont intéressants. Et puis aussi le fait que au moins, on est calé sur un budget sur lequel on a fait des efforts de structuration et on ne devait pas refaire des efforts d'organisation, ne serait-ce que financière, dans son entreprise, ce qui est un point important. Après, chacun d'entre nous... C'est ton avis. Non, mais je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien. Je dis simplement, je dis pas que c'est bien. Non, je dis que pour eux, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Mais ils ont raison de le déplorer en grande partie. Après, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on vit un moment de pause. Et je vous dis, la réalité, c'est que nous, on n'a pas de décision. Nous, on peut pas s'engager. Et quand je dis nous, c'est évidemment des gens qui ont des entreprises, mais aussi des gens normaux, et je redis encore une fois, des gouvernements locaux qui posent des projets de construction, des choses de ce type et tout ça. Donc dans un contexte qui ne va pas. Sur le plan, par exemple, là où on est moins en situation difficile, c'est par exemple sur le plan européen, par exemple, très concrètement. Pourquoi? Parce que nous, en France, on a un contexte de stabilité tout le temps. Et d'ailleurs, les acteurs européens qui nous regardent ou internationaux, ils disent, tiens, qu'est-ce qui se passe en France? Moi, j'ai fait plein de médias internationaux, là, par exemple, dans ces derniers jours. En fait, les gens, ils comprennent pas. Ils ont emmené plein de gens parce que la France, pour eux, c'est un pays stable. Il y a des alternances, mais on reste longtemps. Quand vous allez en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Espagne, partout dans le monde, parce que c'est le régime parlementaire, ça provoque ce qu'on connaissait dans la 4ème République, c'était des alternances, des mouvements, mais très rapides. Tous les 3 jours, des gens qui tombent. Je parle même pas des UK Allemagne, où il y a beaucoup de trucs. Non, mais en Allemagne, c'est tout le temps. Exactement. Puis ça arrive tout le temps. Donc ils sont pas impressionnés. Ce qui veut dire qu'au niveau européen, on va pas regarder. Moi, j'étais là pour négocier avec certains pays des postes de directeurs dans les cabinets des commissaires. La France, elle s'en sort très bien. Elle est même au niveau allemand, comme auparavant. On est très au-delà de tous les autres. C'est des postes qui sont très importants. Dans les grandes administrations européennes qui vont dire d'ailleurs on va tenir notre rang pareil. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est plus faible au niveau conseil, parce que Macron, il n'est pas plus démonétisé que Scholz tout de suite, ou que des gens qui viennent parfois au conseil sans être encore titulaires. Donc tout ça est quand même à relativiser. Là où c'est plus complexe... C'est Macron président. Non, mais sincèrement, pour le vivre concrètement, là, il faut arrêter de raconter des histoires. C'est la réalité européenne. Moi, je le vis. Là, c'est pas de l'observation à distance, c'est du concret, et c'est comme ça que ça marche et pas autrement. Après, là où c'est plus complexe, c'est parce qu'on va faire de l'économie en difficulté. C'est-à-dire que on a une dette, on emprunte beaucoup pour financer nos services publics, notamment notre action publique et tout ce qui va avec. Et là, aujourd'hui, parce que cette situation d'instabilité ne plaît pas, ce que les acteurs financiers, par exemple, avec lesquels on travaille, puisque notre dette est détenue en très large partie par des acteurs étrangers privés. Ça a été le cas, malheureusement pour nous, depuis un certain temps, depuis notamment Emmanuel Macron, mais pas seulement. Eh bien, eux, ils n'aiment pas l'instabilité. Eux, ils n'aiment pas l'incertitude, surtout. Ils n'aiment pas l'incertitude. C'est pas tant les résultats économiques, parce qu'il y a eu un mensonge d'État sur les finances publiques, mais il y a aussi un mensonge d'État sur l'état de l'économie française, qui est très mauvaise. Mais ça, à la limite, ils s'en fichent presque. Par contre, ils veulent pas ne pas savoir. C'est comme tous les acteurs en général. Et donc là, pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé? On augmente les taux, c'est mécanique, et une espèce de taux qui aujourd'hui est supérieur, vous vous rendez compte, à celui de la Grèce, qui emprunte moins que nous, mais qui est un plus petit pays en difficulté. Rappelons-nous que certains voulaient les sortir de l'euro il y a quelques années. Et ben nous, on est à ce niveau-là aujourd'hui. Donc ça va pas s'arranger, parce que ce budget, même s'il était imparfait, avec dans un contexte difficile, il voulait répondre principalement à cette idée, non pas d'assainir totalement, mais d'assainir tant bien que mal quelque chose qui était essentiel pour financer un budget et surtout éviter de dépenser trop d'argent sur cet endettement et les intérêts de cette dette. Donc aujourd'hui, ça va augmenter très fortement. Et ça collectivement, on va tous être dedans. Ça, pour le coup, on est tous dedans. Et alors ensuite, quand on sait qu'on va aller jusqu'au mois de juillet... D'aucuns te diront aussi que cette instabilité, c'est Macron. Évidemment, c'est que lui. C'est pour ça que je vous dis que la pression, elle est sur lui. Que quoi qu'il dise ce soir, je suis tout à fait d'accord, il ne peut plus rien dire qui soit écouté. À un moment donné, il ne pourra pas s'échapper tout le temps. Il ne pourra pas s'échapper tout le temps. Il aura cette question qui est posée par LFI, qui est posée par EN, mais qui sera posée bientôt. LFI, vous allez voir ce qui va se passer. C'est la rue qui lui posera la question. Mais digital et physique. Moi, je les trouve aussi très irresponsables sur la démission. Sacha disait tout à l'heure, pourquoi Macron serait complètement out? C'est toi qui disais ça à midi. Tout le monde le déteste, mais en fait, il est toujours président et il est pas prêt de partir. Il est out dans le sens où sa parole est complètement démonétisée. Et je sais pas, mais il faut regarder. On le voit plus qu'à l'étranger avec ses Reban. Bon, il négocie des contrats et tout ça, mais on le voit vraiment complètement à l'extérieur de la vie politique qu'on vit, nous, politiquement, intérieurement, sur les députés. Il est complètement à côté. Et il y a ce décrochage terrible qu'on sentait déjà auprès de ce président qui n'arrive pas à communiquer avec sa population. Et quand il
communique, il est très maladroit. C'est pour ça que moi je dis qu'il est out. Mais c'est vrai qu'il a été bon tacticien. C'est un président très court-termiste, tacticien, qui n'a jamais construit dans la durée, qui n'a fait que prévoir le coup d'après pour réussir, mais qui ne prévoit pas dans la longueur des choses un petit peu structurelles. C'est pour ça que je dis qu'il est out de toute façon, et plus personne ne l'écoute, plus personne ne compte sur lui pour régler les choses. Moi, là où je suis pas d'accord avec toi, Jean-Christophe, c'est sur le plan européen et plus globalement international. Je pense que notre parole, la parole de la France, qui avant avait une incidence, un pouvoir, a été aussi très démonétisée. Moi, j'en rends aussi Emmanuel Macron très responsable, parce qu'il a lancé beaucoup de choses sous son impulsivité, ou je sais pas, hein, il est peut-être comme ça naturellement. Moi, je me souviens de cette fameuse coalition contre le Hamas qu'il a lancée. Personne n'en savait rien. Il a été contredit tout de suite par l'Élysée qui a tempéré. Liban, dans la foule, à dire je vais vous sauver. Quelques années après, on en est toujours au même point. Je peux en raconter comme ça des tonnes. Hein. Et pareil, en Europe, il a voulu. C'est très volontariste, hein, et on peut pas lui reprocher ça. C'est très frais, très volontariste. Donc, il a été pionnier. Il a essayé sur les vaccins, sur des choses comme ça. Mais globalement, il voit bien qu'il est en difficulté dans son pays, financière, économique, politique. Et donc, je pense qu'on n'est pas en situation favorable. Et le fait que notre binôme de toujours, l'Allemagne, soit aussi en situation politique et économique difficile, eh ben, l'Europe, elle a des gros soucis à se faire. Mais ça, on sort un peu de l'intérieur, hein, de nos problèmes politiques internes. C'est encore d'autres choses. Ça reviendra hein, sur le sujet, parce que c'est aussi un sujet d'avenir. C'est en même temps. Non, mais c'est maintenant. Ouais, ça ne reviendra pas, c'est maintenant que ça se constitue. Le mandat qui arrive, c'est maintenant. Non, mais Émilie, il faut être sérieux. Quand on dit des choses, il faut être sérieux. Non, mais on peut pas dire. Alors, au niveau international, on peut. Stéphane Séjourné qui a vu son portefeuille diminuer. Non, mais Stéphane Séjourné, c'est un parmi. Voilà. L'Europe se fabrique pas au quotidien. Mais l'Europe se fabrique pas au quotidien comme ça. Et ça, c'est pas. Il faut pas raconter d'histoire aux gens. Ça se fabrique pas comme ça. Mais le Mercosur, par exemple, on n'a aucune. Mercosur, on n'a pas plus que les autres. Non, Émilie, on n'a pas plus que les autres. Chers amis, écoutez-vous. Non, mais Jean-Christophe, on a dit qu'on s'opposait. Mais parce que. Ça va être inaudible. Mais parce que c'est au vote. D'abord, c'est un processus long, dans lequel on a été, qu'on a fait valoir sur un certain nombre d'intérêts. Là aussi, c'est un sujet qui est un peu plus complexe que dire simplement que c'est très mauvais ou pas mauvais. Le sujet des agriculteurs n'est pas qu'européen, hein, il est global, il est très différent. Donc là c'est les sujets. Pour l'instant, moi je pense qu'il faut se ramener. Non mais attends, moi je te parle de sujets que je vis tous les jours et je peux t'assurer que l'Europe, ça se joue pas comme ça. Après, par exemple, non mais attends, par exemple, non mais Émilie, juste pour me laisser finir, parce que sinon, si toi tu es dans l'affirmation d'une parole seule, et c'est compliqué. Donc après, derrière, n'oubliez pas l'objet du talk n'est pas forcément un débat. C'est un encadré. Oui, mais c'est bien justement pour qu'à la fin les gens aient compris les contours du débat. Justement, je voudrais juste dire qu'au niveau européen, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque aujourd'hui d'être démonétisé, pour reprendre ton mot. C'est très concret. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Après, au niveau international, c'est une autre affaire. Très concrètement, dans plusieurs continents, il faut être précis. Des continents comme l'Afrique, on avait des positions favorables, mais ça ne tient pas simplement d'Emmanuel Macron. Ça tient d'Emmanuel Macron ces derniers mois, et là récemment on vient de perdre 2 positions militaires importantes, mais ça n'est pas que ça. Les actifs français des grandes entreprises sont en train de se laisser... Ils s'en vont. Voilà. C'est aussi le monde privé français qui s'en va, et pas simplement le monde géopolitique, ou politique, ou diplomatique. Après, sur la stratégie diplomatique d'Emmanuel Macron, oui, il y a eu une volonté de casser les choses. Et ça, c'est très concret. Et c'est hors Europe. Je parle de sujets qui sont d'Amérique du Sud, Moyen-Orient et Proche-Orient, Asie par exemple, où on a laissé tomber à longtemps la place qu'on avait, notamment avec l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. On a vu ce que ça a donné d'ailleurs. Donc c'est plus complexe que cette idée de dire que notre poids est absolument en chute libre. C'est pas la réalité concrète. En tout cas au niveau européen, je peux te l'assurer. Sinon te l'assurer très concrètement et dire à nos auditeurs que c'est pas le cas, que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'on n'a pas Macron, qu'on n'a pas Barnier, surtout pas, et qu'on n'a pas je sais pas qui, que ça va changer quoi que ce soit. Pour revenir chez nous. Non, mais là-dessus, on n'est pas forcément d'accord. Moi, je pense que vos avis ne sont pas réconciliables. En fait. Oui, non, du tout. Ça. Non, alors moi, je parle de quelque chose. Non, mais Émilie, excuse-moi. J'en parle quotidiennement. C'est-à-dire que c'est pas un sujet. Donc, c'est mon rôle de vous dire qu'on va passer à une autre question. Oui, exactement. Oui, parce que c'est pas. Ça va être moins intéressant pour ceux qui nous regardent. C'était un débat intéressant. Non, mais c'est important de le dire. Simplement, vous ne serez pas réconciliable aujourd'hui. Pour qu'on ait peur surtout. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord sur tout. Heureusement, ce serait bien dommage. Lagofou nous dit salut Lagofou. Salut Lagofou. Voilà. Silence, c'est bien. En gros, on serait dans une crise institutionnelle et non plus seulement politique.
Est-ce que c'est vrai? Ah Est-ce qu'on est bah, passé d'une crise politique ouais. à une crise institutionnelle? C'est-à-dire que là, on pousse les institutions jusqu'au bout et c'est vrai que là, on voit bien qu'elles sont fragilisées dans le sens où on n'arrive plus à trouver une organisation parlementaire qui permette une espèce de stabilité. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur ça et c'est la première fois hein, qu'il se passe ça. Donc c'est vraiment un moment historique, enfin la première fois, la seconde fois, mais dans ce sens, là, sur la Ve République. Et globalement, on ne sait pas comment s'en sortir si, encore une fois, les parlementaires n'arrivent pas à se mettre d'accord. Moi, je voulais quand même éclaircir la question de la démission d'Emmanuel Macron, parce que c'est vrai qu'on sent que tout le monde veut sa peau, globalement. On entend LFI, on entend Marine Le Pen. Voilà, c'est une musique qui C'est monte un dans peu la rue aussi. catharsis aussi. Oui, dans la rue aussi, hein, puisque aujourd'hui il y a des manifestations organisées par des syndicats et on entend ça aussi, que maintenant il faut que Emmanuel Macron prenne ses responsabilités. Mais globalement, ça ne permettrait pas de sortir non plus sur une issue stable, de stabilité politique, pour plein de raisons. D'abord parce que la dissolution ne peut être faite qu'en juillet. Donc septembre, et puis ensuite, si on imaginait, enfin après je voudrais revenir sur la question du RN, mais si on imaginait par exemple une Marine Le Pen prendre le pouvoir à l'Élysée, comment elle construit sa majorité? On a un front républicain qui s'est exprimé aux législatives, mais qui est un peu court, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de projet, il n'a pas eu de suite dans les idées au-delà de cette élection. Et maintenant, la question qui se pose concrètement et à laquelle Barnier s'est attaqué en quelque sorte, c'est est-ce qu'on fait avec ou sans le RN? Voilà. Si on fait avec le RN, eh ben on lui fait des concessions comme Michel Barnier a commencé à faire. Et ça, c'est quand même un élément que je considère grave, mais qui n'était pas arrivé auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, aucun Premier ministre n'a écouté le RN et n'a pris en compte ses revendications. Donc là, on a franchi un pas supplémentaire. Ou alors, si on veut le garder à l'extérieur, eh ben, il faut que les partis s'organisent au-delà de leurs soucis électoraux pour tenir sur un certain temps. Mais pour l'instant, moi, je pense que la question, elle est posée comme ça. C'est principalement cette question à laquelle il faut répondre. Et l'inquiétude que j'ai, c'est que si les noms de Premier ministre arrivent vraiment au pouvoir, tel que voilà, on va recommencer à peu près ce que Michel Barnier a fait avec le même élément de censure, à moins qu'il y ait de plus en plus de mains tendues à l'extrême droite. Sur le plan institutionnel, je ne crois pas qu'il y a un grand... Il n'y a pas de grosse question. La réalité, elle est dans le fait qu'aujourd'hui, on a des parlementaires, à l'Assemblée nationale surtout, qui ont fait un choix. Ils ont une légitimité individuelle. Ils sont les représentants de la nation, ils sont les représentants d'un territoire, ils sont aussi membres de partis politiques, appartenant à un groupe politique pour certains d'entre eux. Ils avaient la possibilité de créer une majorité de gouvernement, s'ils le voulaient. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucune difficulté. Chacun d'entre eux est tout à fait légitime, intelligent, en capacité de dire. Sauf que dans un contexte aujourd'hui où il y a 13 groupes à l'Assemblée nationale, avec quelques partis politiques, on dit 3 blocs, mais c'est surtout 13 groupes, il y a des volontés effectivement qui sont liées à une maladie française, tu l'as décrite, qui est de dire, voilà, on a des leaders qui sont intéressés par une élection. Voilà, ils sont intéressés par cette élection. Il y a des gens qui ont 28 ans, qui écrivent déjà en partie leur mémoire. Il y en a un autre qui a 37 ans, il pense qu'il a un rendez-vous avec la France. Donc il y a un côté où finalement, être des entrepreneurs de la politique aujourd'hui, c'est rentrer dans une compétition et pas exercer une responsabilité. Et ça, c'est valable quasiment à tous les niveaux. Et c'est assez concret. Donc ça veut dire que cet espoir-là, il est mort. Donc ce qui veut dire que oui, à un moment donné, Emmanuel Macron, il pourra plus sortir du corner du ring où il est aujourd'hui, où même s'il s'en va à l'étranger, même s'il s'en va à Bruxelles, s'il va au Conseil européen, s'il fait ci, s'il fait ça, ça va être compliqué. Il peut incarner l'État, il pourrait devenir un recours supplémentaire, mais ça exige de lui aujourd'hui qu'il incarne autre chose que cette espèce de diviseur, quelqu'un de cynique, qui organise finalement en permanence la déconstruction de tout, pratiquement, de ce qui peut tenir dans un pays. Et donc ça, c'est compliqué. Et donc, il va devoir faire face. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'issue. Il y a hier, il y a un parti qui a largement gagné la séquence. Et son leader était comme par hasard à l'Assemblée nationale, observant d'en haut des rangs du public ce qui se passait, c'est Jean-Luc Mélenchon et LFI. Pourquoi ils ont gagné? Parce que c'est le parti qui travaille le plus, à tout point de vue. Ils travaillent sur le terrain, dans la rue physique. Ils ont ciblé des géographies, des populations, de la génération, parfois même des enjeux culturels à l'intérieur. Ils font un travail marketing assez fort là-dessus. Dans la rue digitale, ils sont très forts sur ce même travail-là. Et derrière, ils sont capables de faire du développement politique, médiatique, permanent, et aussi à l'Assemblée. Ils ont une stratégie qui est extrêmement resserrée, qu'ils déploient
méthodiquement, et pour le coup, ça paye. Et hier, ils ont gagné leur parti sur l'ensemble de leurs partenaires des gauches, qui, à mon avis, sont encore plus vassalisés qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc, il n'y a pas d'espoir là-dessus de sortir, hormis quelques personnalités du PS aujourd'hui. De l'autre côté, le RN, il était pris dans la naïveté de sa situation par rapport au procès qui était celui du procès européen. Ils ont cru que ça allait se passer tranquillement. Et ils ont oublié de politiser ce procès. Il fallait qu'ils le politisent grave. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils se retrouvent avec une échéance maintenant qui est au mois de mars. Ils se retrouvent avec une volonté de conflictualiser la relation parce que finalement, c'était compliqué d'apparaître comme simplement des collaborateurs de Michel Barnier, en tout cas des associés de Michel Barnier quelque part, ce qui est vrai, ce qui est un vrai changement, on y viendra après. Et donc, le moment qui s'offrait à eux était court, puisque après, on aurait la séquence Retailleau, c'est-à-dire immigration, sécurité, sur lequel ils avaient des risques, c'est que les gens soient plus performants, ou en tout cas performants, alors que c'est leur principal carburant à eux pour être performants par la suite. Donc, il n'y avait pas vraiment d'issue politique, autre chose que ça, puisque là aussi, c'est 2027. Maintenant, ce qui s'est passé, je suis assez d'accord avec Émilie sur ce point-là, ce qui s'est passé, et je pense que c'est là où Wauquiez, par exemple, hier s'est trompé. C'est-à-dire qu'il est resté, alors je ne dis pas qu'il s'est trompé personnellement et sur les valeurs, c'est pas ça que je dis, mais sur le tempo politique, si vous voulez, il est resté, j'allais dire 2010, et il n'a pas compris que quelque chose s'était passé. Ce qu'a ouvert Michel Barnier quelque part, c'est une porte qui, à mon avis, n'est pas prête de se refermer. C'est-à-dire que là, pour le coup, on aura finalement cette compétition. Pourquoi je commence par LFI? C'est que je pense qu'ils ont la possibilité aujourd'hui d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ils ont pris la main sur l'espace des gauches. Et si les gauches, comme je le pense, vont s'organiser pour cette manière-là, de manière anticipée ou simplement 2027, c'est une possibilité qu'ils ont. Donc de l'autre côté, on a qui aujourd'hui? On a le Rassemblement national. Donc quelque part, si vous voulez, c'est ce qui va largement scénariser ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Hormis un coup institutionnel, politique, personnel, je ne sais quoi, d'Emmanuel Macron qui pourrait troubler effectivement cette affaire-là. Donc chez lui réside aujourd'hui l'incarnation potentielle de l'État, de l'avenir, la possibilité de jouer aussi sur le rythme qui est à l'œuvre, de prendre des initiatives qui permettent de changer un peu la donne. Sinon, effectivement, on a un déroulé qui va jusqu'au mois de juillet, on a une assemblée compliquée, et puis voilà. Après, une fois qu'on a fait ça, effectivement, là aussi où je suis d'accord avec Émilie, c'est que gouverner seul pour le RN, c'est impossible, parce que pas d'Assemblée nationale, même avec la proportionnelle, et surtout avec la proportionnelle. C'est-à-dire que s'ils continuent à vouloir la proportionnelle, ils font une erreur absolument politiquement incroyable, mais parce qu'ils se considèrent encore comme un petit parti, c'est pour ça qu'ils la veulent. Mais par contre, ce qui s'est passé hier, je pense, n'est pas tout à fait innocent. Et pas tout à fait innocent. Je vous assure que cette séquence où il y a eu, certes, la dissolution, la censure, oui, mais il s'est passé un truc entre une partie des droites, de ce qu'il en reste, et le RN, beaucoup plus largement et très au-delà de ce qu'avait fait Ciotti la dernière fois. Oui, moi j'ai des doutes sur LFI parce que c'est bien d'avoir la deuxième place, mais avoir la première place, ça sera beaucoup plus compliqué si jamais il y avait une élection présidentielle. Ouais, numériquement. Et puis, on sait que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon sur le plan des voix, électoralement parlant, c'est sûr qu'il a gagné pas mal. Simplement, au niveau de la réputation, c'est quand même passé, lui, la personnalité qui fait plus peur que Marine Le Pen, qui s'est un petit peu... bon, il y a des... Ça s'est rediscuté, mais quand même. Et la stratégie... C'est ton avis. Oui, mais globalement, la stratégie de conflictualisation, elle n'a pas donné beaucoup de... Ouais, ça marche électoralement dans les voix, mais ça construit pas grand-chose. Je trouve que ça marche. Bon, ça fonctionne en capacité de performance. Ils ont un petit moteur, si vous voulez. Ils ont un petit moteur politique, ils ont une petite puissance politique, mais ils ont un gros moteur de conversion. Et ça, c'est hyper important dans une élection. Quand on fait des élections... Alors, attends, c'est un moteur de conversion. Non, mais en gros, vous avez de la puissance politique, c'est le RN. 11 millions de voix, voilà. Attrape tout. Ça plaît, on est sur des grandes tendances, mais c'est pas très travaillé en termes de ciblage électoral, c'est au marketing. C'est comme une entreprise qui voudrait vendre à un large public. Ils ont plein de produits, et puis c'est compliqué parce que ça. Mais en même temps, ils ont une vague, ils ont une part d'innovation, je sais pas quoi, une marque qui fonctionne malgré tout, et ça fonctionne quelque part. De l'autre côté, il y a une officine au départ, mais qui a un marketing extrêmement agressif. Des lignes de produits très simples, des valeurs relativement simples à comprendre et qui ne cessent d'activer ce travail. Alors, sur la rue digitale,
sur la rue physique, du micro-marketing, c'est-à-dire qu'on va parler à des gens, on capte ce qui est en train de se passer, on le fait résonner comme une chambre d'écho, parce qu'ils n'inventent pas l'antisémitisme, ils vont été l'écouter sur des populations qui sont leur marché politique, ils le renvoient et ainsi de suite. Donc ils sont extrêmement conquérants et surtout extrêmement contemporains dans la manière de faire de la politique. C'est une start-up, dit Kael. Exactement, mais c'est une start-up mais qui avance c'est et qui se développe. Et à mon avis, si vous voulez, c'est les sur la seuls qui bossent. présidentielle, Quand on veut gagner la politique, quand on veut gagner en politique, il faut travailler. Regardez les Britanniques, les travaillistes, ils ont fait 10 ans au trou, mais ils ont fait pendant 10 ans ce travail, exactement le même travail. Alors ils partaient d'une autre position, mais ils étaient très bas. Et ils n'ont cessé de travailler sur les idées, sur le fond, mais aussi sur la rue, mais aussi de la mise en position de certaines personnalités. Regardez, ils ont gagné pratiquement toutes les batailles qu'ils ont voulu gagner à l'Assemblée nationale sur tous les postes. Ils sont en performance permanente. Et hier, ce qui s'est passé, c'est leur victoire. Et il n'est pas venu par hasard là-dessus. Il est parti après quel discours ? Jean-Luc Mélenchon, après celui de Coquerel et après celui de Marine Le Pen. Le reste, ils s'en foutent. Parce qu'il sait très bien. Il l'a dit, c'est entre eux et nous, et ça sera ou dans les urnes ou dans la rue. Le message est clair, il n'a jamais dévié. Et je crois que ce sont eux qui sont les plus performants aujourd'hui. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est eux qui sont le plus performants. Ils sont plus performants au premier tour. Ils sont les plus performants. Ils vont continuer à l'être davantage encore. Et de l'autre côté, effectivement, il y a un gros moteur de puissance qui, lui, a un problème de moteur de conversion. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les listes, si vous voulez. Aujourd'hui, et Bardella, c'est pas les listes. C'est le travail qui a été mené, c'est pas les listes. On a vu sur le terrain, au moment législatif, au deuxième tour, c'était pas préparé, il y avait rien. Et ça, c'est le handicap pour l'instant. Après, maintenant, s'ils travaillent comme les autres ou un peu plus, c'est sûr qu'ils auront une capacité d'être plus performants. Et au milieu, mauvais temps pour tous les autres. Mauvais temps pour tous les autres. Parce qu'eux, ils sont juste des écuries présidentielles. Juste des écuries présidentielles, mais sans parti politique. Ouais, non, T'es pas d'accord avec ça, Émilie, non, je je suis crois. pas d'accord parce que je pense que même s'il y a tout ce travail, en effet, de dentelle. Je suis plus d'accord avec toi que tu es d'accord avec moi. Mais au moins, tu es droite dans tes bottes. Non, mais la présidentielle, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il y a quelque chose qui s'est passé au moment des législatives et puis après le 7 octobre, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas aller jusqu'à lui, même si c'est pour éviter Marine Le Pen. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une place probablement encore pour quelque chose que le PS ne peut pas prendre parce qu'il n'arrive pas à couper le cordon avec LFI, justement pour ces questions de stratégie électoraliste plutôt réussie côté LFI. Mais il y a encore la place pour quelqu'un qui ferait le poids, alors que Jean-Luc Mélenchon, je pense que vis-à-vis de Marine Le Pen, ça serait très compliqué de l'embarquer. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, parce que tu vois, tu dis 11 millions de votants, en fait, les législatives, elles ont laissé beaucoup de points d'interrogation. Parce que comme il y a eu ce front républicain, en fait, on n'a pas une image réelle de ce que aurait pu représenter le Rassemblement national sans ce front républicain. Et on sait qu'il y a eu plein de désistements pour justement éviter que le RN gagne. Alors on sait aussi qu'ils n'avaient pas le nombre de candidats et qu'on a vu plein de candidats quand même assez farfelus. Ils n'ont pas la conversion. Ils essaient de travailler, comme tu dis, et ils n'ont pas encore le nombre et tout ça. Bon, ils ont quand même beaucoup plus de parlementaires qu'avant, donc ça veut dire de l'argent, même s'ils sont en procès sur ce sujet-là. Beaucoup d'assistants parlementaires, donc ils sont en train de se professionnaliser. Je suis assez d'accord que s'il y avait une dissolution là prochainement ou une présidentielle, ils sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas encore tout le staff et la crédibilité de ce staff. Et même Jordan Bardella, au moment de ces élections législatives, on a vu les limites qu'il avait. Ils ont reçu beaucoup d'argent, ça peut aller plus vite quand même. Oui, ça peut aller plus vite. Et puis, ne serait-ce que professionnellement, ils ont beaucoup plus de staff. Et avoir 126 députés plutôt que 88, plutôt que 3 ou quelques-uns, ça change quand même la donne. Et on voit de plus en plus monter quand même des gens qui s'affichent comme des responsables politiques. Voilà, quand on voit des Tanguy, des Chenu ou même des Odoul, on sent qu'ils commencent à monter et à présenter. Après, la question, c'est... moi, la question que je me pose et j'arrive pas à y répondre, c'est... moi, l'extrême droite, c'est pas imaginable. Mais c'est une partie de l'électorat français. Et donc, 11 millions, c'était peut-être plus de voix. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, comment on peut prendre en compte ces gens-là ? Si on exclut l'extrême droite, on exclut aussi ces gens qui sont la moitié de la population, enfin, qui sont quand même, peut-être pas la moitié, mais 40%, enfin, je sais pas combien maintenant, on a du mal, mais c'est quand même assez énorme. Et comment on peut répondre... Est-ce que l'électorat du Rassemblement national est forcément d'extrême droite ? Non, justement. Mais c'est pour ça que je dis ça. C'est la question c'est qu'ils ont embarqué, tu poses, je crois, même s'ils sont moins précis que LFI, ils ont embarqué
des ouvriers qui avant étaient plus soutenus par des mouvements de gauche. Ils ont embarqué, et ça c'est nouveau pendant les élections récentes, ils ont embarqué des personnes plus âgées, ils ont embarqué des catégories socio-professionnelles plus élevées qu'avant, ils ont embarqué plus de jeunes qu'auparavant, donc ils ont étendu, c'est vrai que c'est un peu fourre-tout, mais ils ont étendu leur électorat, des deux côtés, hein, de jeunes, vieux, et puis plus populaire et plus aisé aussi. Donc, c'est évidemment des gens qui sont, pour ceux qui, par exemple, ouvriers, plus attachés à ce que défend un peu Marine Le Pen, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, des choses plus sociales. Dans le chat, une grande partie des 11 millions d'électeurs du RN demandent des mesures sociales. C'est ça, exactement. Et ils seraient peut-être très contents avec un gouvernement Nouveau Front Populaire. Oui, c'est ce qu'elle a défendu. Et c'est vrai qu'elle a pris la main sur ces thématiques par rapport au NFP, qui a complètement lâché l'affaire pour défendre les thèses que Jean-Luc Mélenchon, électoralement parlant, avec beaucoup de succès, mais s'est braqué sur, alors je dirais pas l'antisémitisme, mais en tout cas post-7 octobre, quoi, avec ce radicalisme qui fait à peu près tout son programme, puisqu'on n'entend pas grand-chose d'autre. Donc oui, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Parce que c'est en effet pas des gens complètement fous. Donc il y a les gens qui sont séduits par ce que représente Marine Le Pen depuis quelques années, le pouvoir d'achat, le social, et puis d'autres qui sont séduits par les positions beaucoup plus radicales, on va dire, de Jordan Bardella sur l'immigration, la sécurité, et qui répond à un vrai besoin. Et là, globalement, c'est quasiment toute la population française, hein, sur SP Sécurité, qui demande aussi plus de musclés. Donc comment on fait pour répondre à leurs attentes? Si on ne veut pas les faire participer au gouvernement, comment on fait pour proposer sur ces sujets-là quelque chose d'assez costaud et de crédible? Et comment on fait pour que ces choses-là ne soient pas censurées coup sur coup? Enfin, on en revient toujours au même point. Dans le chat à propos de LFI, je synthétise un peu les réactions du chat parce que certaines se ressemblent. Hein, c'est en gros, LFI ne veut pas lâcher le pouvoir d'achat. Ce sont les médias qui font croire ça. Peut-être que la parole de LFI sur le pouvoir d'achat porte moins que celle du RN, si je peux. Il y a le programme, c'est vrai qu'ils ont quand voilà, même. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ce que vous n'avez pas dit, non, mais ça c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup plus étendu. Ce que retiennent les médias, mais la force que met France aussi. Info est un média. Non, mais la force aussi que met Jean-Luc Mélenchon dans son message est bien plus sur ses positions radicales et notamment autour du 7 octobre que sur le reste. Et c'est vrai que globalement, la communication de LFI est quand même très orientée par rapport à ce que dit ce grand chef. Donc c'est pour ça qu'on a cette déformation et qu'on est beaucoup moins sur toutes les autres mesures qu'ils ont vraiment bien défendu au niveau du Parlement, puisqu'ils ont fait passer certains amendements qui allaient dans le sens de la surtaxe des grandes entreprises et des impôts sur les plus fortunés. Donc évidemment qu'il y a ça aussi. Mais c'est moins lisible. Il y a Nawal, salut Nawal, bienvenue. Nawal qui est un habitué du talk de France Info qui dit Macron est-il toujours crédible sur la scène internationale? Mais c'est pas vrai, c'était une blague. Il y a plutôt Alexandre qui nous demande au vu tu veux qu'on redémarre? Non. Non, enfin si vous voulez, mais il nous faudrait 2 heures. Aujourd'hui on n'a qu'1 heure. Mais c'est promis, on va en reparler un jour, à un autre moment. Alexandre, salut Alexandre, Alexandre qu'on ne dit pas souvent. Salut Alexandre, bienvenue chez toi, qui dit au vu des futures censures qui risquent d'arriver avant la prochaine dissolution en septembre 2027. Est-ce que le président pourrait décider d'utiliser l'article 16 de la Constitution? L'article 16 de la Constitution, c'est l'état d'urgence, s'il m'en souvient. Bien. A priori, la situation n'est pas telle qu'il puisse le déclencher ou qu'il le déclenche. Donc ça, c'est les pleins pouvoirs, quoi. Non, je crois que ça soit possible. Non, je crois qu'il faudrait. Pour élargir la question d'Alexandre, c'est quels sont les moyens constitutionnels à la disposition du président pour reprendre la main sur quelque chose? Il n'y en a pas vraiment. Il a, je vous le dis, il a ce moment qui est celui de décider finalement d'un calendrier. Alors, il a plus celui de l'Assemblée nationale parce qu'il faut qu'il attende juillet, mais il a le sien. Et je crois qu'il faut rien s'interdire avec Emmanuel Macron. Il a dit qu'il voulait rester jusqu'au bout, et heureusement, quelque part. Mais en même temps, on sait très bien qu'autour de lui, il y a des gens qui travaillent. Il a missionné des gens sur l'idée de savoir, par exemple, comment, s'il interrompait son mandat, il pouvait rentrer en compétition immédiatement, comment il pourrait revenir après. Oui, c'est des sujets qui sont évoqués. Là aussi, c'est quelque chose qui est assez sérieux, qui dit bien que c'est une hypothèse de changer le rythme. Si ces partis politiques demandent et mettent la pression, c'est pas forcément qu'ils en ont envie, c'est aussi quelque part, voilà, ils orientent, et c'est normal, c'est un message politique. Ce qui est très intéressant, ce qu'il faut voir, je dis pas que je partage, encore une fois, je fais attention, parce que je dis simplement que dans ce travail qui est accompli par notamment la France Insoumise, mais pas seulement, il y a l'idée aujourd'hui que, quand je vous disais tout à l'heure, c'est dans les urnes ou dans la rue, il ne faut pas le prendre à la légère. Il ne faut pas le prendre à la légère. C'est un parti politique qui a comme conditionnement, si vous voulez, l'idée, et Jean-Luc Mélenchon, il est
notamment, il a beaucoup travaillé sur la Révolution française, on le sait. C'est un fan absolu. Et il y a deux histoires, hein, la Révolution française. Il y a celle du Parlement et puis il y a celle de la rue. Et il n'a jamais cessé de penser que les deux étaient compatibles ou possibles dans une conquête de pouvoir, notamment quand on l'adosse sur l'idée qu'on répond à une volonté populaire et qu'on doit défendre, et c'était déjà le message hier soir, Mathilde Panot, elle l'a ne fait que répéter, que c'était d'abord parce qu'on était dans l'incapacité de comprendre ce que le peuple voulait, qu'on ne respectait pas ce que le peuple avait dit aux législatives, vrai ou faux, hein, peu importe, c'est pas, et que derrière tout ça, et donc on voit cette musique monter petit à petit, et que la rue serait un terrain de jeu. Alors, il y a eu un précédent qui n'était pas du tout partisan en France, hein, les gilets jaunes ont fait comme dans d'autres pays européens auparavant, on était les derniers sur la liste, hein, européens, américains, Occupy aux États-Unis, les indignés en Espagne, il y a des gens au Chili, Israël a vu ses cas, il y avait beaucoup de monde a fait ça, beaucoup de sociétés, parce que ça dit aussi ce qui se passe dans les sociétés. On n'est pas complètement hors sol, si vous voulez, c'est pas qu'un jeu politique. On voit bien pourquoi la classe politique est en difficulté, parce que c'est une difficulté pour saisir ce qui est en train de se passer. C'est compliqué. Pourquoi les sondages aujourd'hui n'arrivent plus à prédire quoi que ce soit, hormis une photo qui a comme valeur hier ou avant-hier, et pendant 15 secondes, c'est parce que c'est trop complexe. Il faut beaucoup de données, il faut beaucoup d'intimité, il faut aller chercher beaucoup de matériaux pour décrire aujourd'hui ce qu'est la société, et française en particulier, mais d'autres sociétés aussi. Donc, le politique, il est en difficulté. Donc, il y a deux capacités au politique aujourd'hui. C'est où vous allez droit et vous avancez, et c'est le terrain de la conquête. C'est très légitime, l'idée de la conquête, même dans un contexte d'État faible. C'est compliqué de dire ça aujourd'hui parce qu'on l'a dit nous-mêmes, 6 mois sans gouverner, un affaiblissement généralisé, si vous voulez, de notre situation interne, en partie internationale, effectivement. Et donc, à partir de là, on se situe, mais pourquoi? Mais la conquête, elle est disponible pour les partis. Ils sont là pour ça. Ils ne sont pas que pour exercer une responsabilité. Ça, c'est l'intime et l'individualité de chacun des parlementaires. Aujourd'hui, ils ont du mal, on le voit bien. Ils ont du mal. Chacun d'entre eux a des difficultés. Ils pourraient très bien se singulariser, prendre des initiatives. Il n'y a pas d'obligation de suivre ce que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen dit. Encore moins Olivier Faure et Laurent Wauquiez. Ça ne fait pas peur, si vous voulez. Donc, la réalité, quand on est un élu, aujourd'hui, c'est de se dire, à un moment donné, voilà, on fait face à un moment de crise. Ils pourraient avoir des initiatives. Ils ne les ont pas. Et bien, pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de conquête qui est très forte. C'est ça qui est à l'œuvre. Parce que le reste est compliqué. Aller dans la gestion, c'est compliqué. Aller dans l'initiative responsable, c'est compliqué. Ce qui marche davantage, et on le voit bien, c'est les deux trajectoires aujourd'hui qui sont à l'œuvre dans l'idée que ils ont faim, quoi. Ils ont faim de politique, ils sont sur un marché. Ouais, sauf que si on va passer d'élection en élection, on réfléchit de moins en moins et on adresse de moins en moins le fond, quoi. Enfin, c'est ce qu'on a vécu, hein, sur les élections législatives. Ça date pas d'Emmanuel Ouais. Macron, hein. Non, Ça mais date de bien mais là, avant. on a vécu Bien quand même avant. des européennes, des législatives Nicolas Sarkozy. en un temps très réduit et on n'a même Ah pas eu oui, le temps de trop. digérer rien du tout. Ah oui, c'est ça. Non, simplement parce que là, la réflexion que je me fais en t'entendant, c'est qu'il y a plein de sujets en fait qu'on pourrait aborder, parce que cette crise, si on veut rester positif, elle met en avant plein de sujets et c'est comme si on était à une fin de cycle un peu de démocratie très déceptive. Ça fait longtemps. Et en effet, la rue, moi je pense que Jean-Luc Mélenchon, il se met un gros doigt dans l'œil quand il parle de la rue, parce que la rue, elle veut pas de lui quand elle est dans la rue. Quand la rue est déchaînée, elle veut pas de syndicat, elle veut pas de lui. C'est des personnalités. Il a pas dit toute la rue, hein, ciblée. C'est un agrégat de Non. révolutions qui ont chacune leur truc et qui se réunissent là parce que d'un coup il y a une allumette qui se gratte. Émilie, c'est le seul qui théorise ça. Il n'y en a pas d'autres aujourd'hui. C'est le seul qui théorise ça. Ouais, mais personne n'a voulu de lui. C'est un point important. C'est un point important. Et je pense qu'il y a des sujets sur la démocratie, là on reparle de la proportionnelle qui donnerait peut-être plus de lisibilité sur ce que veulent les Français, parce que justement on ne sait plus ce que veulent les Français, tu l'as justement dit. Moi je comprends toujours pas les législatives, le résultat en fait. Il y a plein de résultats, il y a plein de gens qui se croient gagnants, plein de gens qui pensent qu'il n'y a pas de perdants. Enfin voilà, parce que c'est quasiment un résultat de proportionnel d'ailleurs. Ouais, donc ça ne changerait rien du tout. Si, ça changerait parce que par exemple pire. pour le PS, ça pourrait changer beaucoup la donne vis-à-vis de son lien. Alors ça, c'est sûr que le PS serait plus autonome, complètement. Ça changerait beaucoup les choses parce que ce fameux front républicain pourrait peut-être s'exprimer différemment. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses à saisir. Mais ça, même Macron, il pourra pas. D'abord, il ne veut pas s'en saisir, mais il l'a pas fait après les Gilets jaunes. Il a fait un grand débat qui n'aboutissait à rien du tout et qui surtout n'a pas repris de propositions qui avaient émergé, à tel point que Barnier essayait de rechercher dans les cahiers de
condoléances qu'il y avait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être, oui, on est face à un moment grave de la France où les gens ne se sentent plus représentés, les gens considèrent que même quand ils votent, ils ne sont plus pris en compte. Il y en a beaucoup qui pensent ça après les législatives, qui disent mais que je vote ou que je vote pas, de toute façon, les choses, elles continuent comme si j'avais pas parlé, comme si je m'étais pas exprimée. Et pourtant, vous vous rendez compte, on a eu une participation énorme à ces élections-là. Donc il y a probablement quelque chose à réfléchir là-dessus. Et je trouve que c'est triste de se dire qu'en effet, les uns et les autres sont déjà sur 2027, voire une élection qui serait un petit peu plus précoce, alors qu'on a ces choses-là à régler et que ça fait un agenda de réforme. Si on veut prendre le temps de réfléchir et de voir si, je sais pas, on peut faire des référendums, peut-être qu'il y a des choses à organiser pour que les gens se sentent un petit peu plus impliqués ou en tout cas pris en compte dans les décisions publiques. Et je pense que ça, c'est dommage, Macron avait pas mal d'occasions de le saisir, mais malheureusement, ces caractéristiques, vous savez, vous vous souvenez, on l'appelait toujours Jupiter, mais c'est vrai qu'il est comme ça. Et c'est dommage parce que c'est jupitérien. Non, mais il a ce défaut qu'il n'arrive pas du tout à lâcher là-dessus, encore moins lui que les autres. Il n'a même pas écouté les syndicats, même pas les élus. Moi, je trouve que Barnier, il a déjà ouvert un peu cette forme de dialogue et surtout de considération. Et moi, je pense que la considération, le manque de considération, alors peut-être que c'est pas conscient de la part d'Emmanuel Macron, mais c'est comme s'il n'avait pas considéré certaines personnes, moi je me souviens très bien dans les Gilets jaunes, ça m'avait beaucoup choqué, il y avait des hommes et des femmes, alors il y avait des ultra-gauches, il y avait des ultra-droites, mais il y avait aussi des hommes et des femmes, même avec des enfants et tout ça, qui demandaient juste de la considération. Les gens de gauche et de droite, ils ont parfois des enfants quand même. Non, ce que je veux dire, c'est que c'était pas des excités, il n'y avait pas que des violents. Il y avait des familles, il y avait des gens, surtout ça. C'est des gens qui voulaient casser. Surtout ça. Il y avait ça. Et moi, je me souviens très bien de cette image quand il a accepté de descendre dans la rue. Il y avait une femme, notamment gilet jaune. Elle attendait que ça. Elle attendait que Emmanuel Macron, le regard d'Emmanuel Macron et la considération. Et lui, il est d'abord allé voir les policiers. Alors, c'est sûr qu'il faisait un boulot qui était très difficile, mais il a mis un temps fou à les considérer individuellement. Il a considéré cette masse complètement folle, violente et tout, alors que dans cette masse, il y a des individualités qui demandaient à être considérées, qui demandaient à vivre un peu mieux dans leur vie, qui vont peut-être pas devenir banquiers, mais ils s'en foutent. Ils sont très contents d'avoir leur métier et leur vie. Ils veulent juste avoir un peu plus pour vivre parce qu'ils se considèrent à côté de la plaque par rapport aux politiques publiques qui sont développées. Et je pense que là-dessus, il y a sûrement des choses à faire. Et moi, je trouve ça dommage. Alors, je suis peut-être naïve, mais je trouve ça dommage ou utopique. Mais c'est dommage de voir ces parlementaires qui se recroquevillent tout de suite sur leur parti politique et sur leurs agendas électoraux parce que il y a d'autres choses à faire et qu'il faudrait un petit peu les responsabiliser. On peut pas avoir 6 mois de out là-dessus et réfléchir à ça. Ils ont le choix. Mais on n'a pas l'impression qu'ils soient assez matures. Parfois, moi, j'ai l'impression que les citoyens sont plus matures que les politiques qui les représentent. Il y a une question qui revient, mais depuis la dissolution, en réalité, dans le chat, elle est posée toujours à peu près de la même manière. C'est quid de la convocation d'une assemblée constituante C'est Kanona Chichi, c'est un pseudo rigolo, qui la pose. Salut à toi, il reste quelques minutes. Bon, en l'état, en fait, ça n'est pas possible. Il faudrait... C'est parce que convoquer une assemblée constituante, ça suppose d'avoir, pour le coup, une majorité très forte. C'est le Congrès qui ferait ça. Oui, et puis je crois qu'il y a une volonté politique vraiment partagée. Il y a une malheureusement. Dans la Ve République, il y a un outil qui n'est pas utilisé en effet. Il a été utilisé une fois, et puis en plus, on l'a transformé son résultat. C'est celui du référendum, tu en parlais. Je pense que c'est quelque chose qui résonne assez fortement avec la société aujourd'hui. Et je ne parle pas de la société en tant que corps entier, comme ça, c'est compliqué de décrire ça comme ça, mais les envies, non pas de décider ou de co-décider, mais cette idée à la fois de participer, et il y avait dans tous les mouvements dont on parlait tout à l'heure, quand on travaillait sur ces mouvements, y compris Gilets jaunes, mais presque encore davantage les étrangers, il y avait quelque chose qui se dit en anglais comme accountability. C'est-à-dire, en fait, comment on est capable de mesurer en permanence, c'est ce qui se fait au niveau européen. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Europe, c'est-à-dire comment progresse ce qui a été promis et ce qui a été engagé. C'est-à-dire qu'en fait, avoir une espèce de perception, non pas comme un espèce de truc tous les ans, si vous voulez, qu'il y a un bilan, mais qui montre quand même que malgré tout, dans le corpus de la promesse, qui évidemment n'est qu'une promesse, mais en réalité de la proposition de valeur qui est faite quand les gens votent, et à un moment donné, c'est plus compliqué évidemment dans la mise en œuvre, mais au moins qu'il y ait ça. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que l'idée de participer davantage sur des grands sujets, que ces grands sujets, même de manière simplifiée, soient mis au vote, si vous voulez, du référendum. C'est-à-dire quelque chose qui soit, encore
encore une fois des moments forts dans lesquels on peut se retrouver, où il y a des prises, et là pour le coup qui tranchent un certain nombre d'affaires par exemple, ça c'est un point qui est quand même à mon avis essentiel. C'est vrai au niveau local, mais c'est certainement très vrai au niveau national, et je pense que ça c'est un arsenal, encore une fois, de gouvernement ou de gouvernance, appelons-le comme on veut, qui n'est jamais mis en œuvre par les différents leaders qui se sont succédés à la présidence de la République. Et donc, ce qui veut dire que là, à mon avis, est dans l'erreur. Il y avait quelque chose qui, en plus, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On sent bien qu'il y a une soupape qui, à travers l'élection présidentielle en 2022, n'a pas été purgée. Il y a quelque chose qui n'est pas... Il n'y a pas eu de campagne, il a gagné, mais rien n'a été purgé. Il a été battu le lendemain, d'ailleurs, quasiment législative suivante, rebattu en 2024. Là, c'est une nouvelle défaite, faut le dire concrètement. C'est lui. Je veux dire, c'est pas Barnier qui est derrière le viseur, là. Le peloton des exécutions hier qui allait de LFI au RN avec d'autres, puisqu'ils ont eu un résultat beaucoup plus important. Eh ben, c'est pas lui, ce pauvre Michel Barnier, qui était visé. C'est Emmanuel Macron. Et donc, finalement, c'est pour ça que je vous dis qu'il a encore des outils pour aller vers l'incarnation, vers l'État, vers quelque chose qui peut. Et celui du référendum, sur des sujets qui sont encore une fois très transversaux, qui peuvent plus qu'intéresser, engager la société, ça me paraît important. On voit pas bien lesquels. Non, tu penses à quel débat? Non, mais il y a des enjeux qui sont très importants aujourd'hui, qui sont à la fois des enjeux dans le chat, qui vont de l'économie au sociétal. Il y a des choses importantes. Qu'est-ce que j'ai lu? Ça a défilé, pardon. Il ne faut pas avoir peur de ça. On veut pas participer, on veut décider. Oui, il y a Shadow qui disait. Ça, mais en fait, tout ça, c'est la différence entre la démocratie et la République. Et nous, on veut une démocratie. Il y a un peu de la démocratie, c'est pas forcément de décider, c'est de réaliser qu'on participe à un processus qui lui fabrique une décision. Exactement. La démocratie, c'est déjà d'abord exercer sa capacité évidemment de vote, de contrôle. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce contrôle qui est intéressant aussi, qui est demandé dans tous ces mouvements, non pas tous les jours, mais d'avoir une maîtrise un peu plus importante de ce qui est fait et de ce qui est concrétisé, réalisé, dépensé, si vous voulez. Par exemple, oui, il y a un budget, ça sert à quoi? C'est toujours un sujet, le budget. Regardez, en ce moment, c'est un grand sujet, mais en réalité, on ne sait pas exactement où l'argent va dans ce sens, qu'est-ce qui produit comme effet. Vous savez, c'est quelque chose qui pourrait être important aussi pour impacter. Ça n'intéresse pas tout le monde. Tu ne peux pas intéresser tout le monde sur tout. Par contre, c'est un point important. Et je le redis, moi, j'y crois beaucoup à ces moments où, à un moment donné, sur un grand sujet ou sur des sujets, on va poser la question. Parce que ça permet la Suisse, qui est à côté de chez nous, que je connais bien, elle vit une vie fédérale et parfois cantonale qui va sur des consultations, qui sont des consultations qu'on appelle des votations, exactement, et qui tranchent. Une fois que c'est tranché. Voilà. Immigration, sécurité, économie publique ou pas publique, des choses comme ça, c'est très important. Il y a plein de débats dans ce débat-là. Oui, mais c'est important. Mais au niveau des élections, je pense que ce sentiment qu'on décide de moins en moins, il est là aussi, parce que, comme tu l'as dit, il y a eu des élections, chacun a pensé que ça changerait quelque chose, et encore une fois, tout le monde est allé voter. Enfin, je veux dire, on dit tout le temps aux jeunes, allez-y, c'est déjà de décider, c'est déjà de participer à la vie publique. Oui, mais en même temps, ils sont allés voter et rien n'a changé. Comme mais il faut rappeler quand même que c'est mieux quand dans un pays où on non, mais bien sûr, c'est faire, important de voter. Moi, je suis la première à dire à tout le monde d'aller voter, mais à mes enfants en premier lieu, mais qui votent d'ailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression que même l'élection ne permet pas d'être pris en compte. La voix ne compte pas, donc je peux comprendre que ça soit désespérant et que les uns et les autres demandent à décider vraiment. Et je pense qu'encore une fois, il faut réfléchir à comment on peut être représenté et comment on peut accéder à des décisions ou en tout cas participer. Moi, je suis pas sûre qu'on puisse toujours décider. On peut réfléchir à des assemblées constituantes, à des tirages au sort, à des choses comme ça, mais en tout cas, on a vu, ce qui est vrai, c'est qu'on a vu que dans les différentes concertations, le point positif que Macron a fait, c'est que dans les différentes conventions, concertations, même grands débats, les gens étaient super constructifs. Et même quand ils arrivaient avec des avis complètement opposés, ils arrivaient à trouver des compromis parce qu'ils ressentaient les mêmes besoins peut-être et ils s'accordaient sur les mêmes choses. Et ça, c'est vrai que c'est une maturité de la population française qui était peut-être pas là avant, j'en sais rien, mais en tout cas qu'on a vu s'exprimer, sauf qu'on n'en a rien fait parce qu'à la suite de ces conventions citoyennes, c'était toujours un qui décidait, c'était toujours Emmanuel Macron. Et c'est là où peut-être il faut inventer autre chose. Si on met ce genre de concertation ou quoi, il faut qu'on comprenne quelle est la décision, qui prend la décision au bout du compte, parce que c'est toujours le même, ça sert à rien. Chers amis, il est 18h passé de 28 secondes, un petit peu en retard, j'ai promis de vous libérer à l'heure. Je vais évidemment vous donner le très court mot de la fin. Je laisse quand même le dernier commentaire avec Aona Chichi, qui a appelé à une constituante et qui dit qu'en vertu de l'article 11 de la Constitution, le président peut soumettre une question au référendum, y compris sur des réformes institutionnelles majeures qui pourraient inclure la convocation d'une assemblée constituante. Et lui répondait dans le chat, et c'est une ouverture pour peut-être un prochain
un prochain stream. C'est Dart qui dit, mais attention, alors j'ai perdu ton commentaire, pardon, parce que le chat défile. Bon, Dart qui nous dit, oui, alors un référendum c'est peut-être très très bien, à condition que les gens soient informés, qu'on organise un grand débat avant, et voilà, et la question mérite en tout cas du temps. Et est-ce que les gens sont prêts à du temps? Peut-être qu'on en parlera une autre fois. Juste pour dire, c'est compliqué. Vous avez chacun le droit au mot de la fin. Alors le mot de la fin, Jean-Christophe. Moi, je pense qu'effectivement, on peut. Il y a une responsabilité exercée, si vous voulez. Il y a une responsabilité exercée d'abord dans le vote, ensuite dans l'idée qu'on peut mettre pression, on peut être des lobbyistes de soi-même, de ses intérêts, des intérêts de ses territoires. Ça devait être d'ailleurs en général le parlementaire qui devrait faire ça, notamment à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a besoin de reconfigurer non pas le système tel qu'il est, mais aussi la place de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que c'est un peu pareil pour ce qu'on accuse les parlementaires de ne pas être très courageux. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit plus courageux, il faut aussi qu'on soit plus responsable, plus citoyen, à tout point de vue. On ne peut pas juste demander de codécider, ensuite quand on nous permet de codécider, dire « ouais non, mais il faut qu'on soit informé ». Non, il y a un effort citoyen à faire, tout est disponible aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'on soit plus mature qu'avant, ça c'est pas tout à fait vrai. Mais après, derrière, c'est pas un sujet. Ce qu'il faut, c'est qu'à mon avis, ça existe dans la Constitution. Il faut tester ces formules, parce que si on teste pas, si on change pas les rythmes, si on bouge pas les équilibres, là pour le coup, on aura effectivement l'élection dont je vous parle. Je pense qu'elle est déjà quasiment actée en finale, en tout cas. Et après, il faudra voir avec, quoi. Faudra voir avec. Émilie, le mot de la fin. Je pense que ce qui est important, parce que là, on n'a que des contraintes, en fait. On n'a que les contraintes de gouvernement qui vont être censurées, de budget qui est très contraignant. Et je trouve que cette idée de l'article 11, ou en tout cas de trouver des impulsions qui soient un peu positives, qui nous fassent réfléchir dans un sens où on va créer quelque chose. Un peuple, moi, je suis persuadée qu'on l'emmène jamais que sur du négatif, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse avoir quelque chose qui nous donne une impulsion, un élan. La France est dans une situation quand même compliquée, et je pense qu'il faut arriver dans ce marasme à trouver des leviers qui nous disent tiens, oui, on se différencie encore. On a toujours eu une philosophie, la France, très différente, protection sociale, chômage, retraite, même si on a un peu voulu casser ça. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait, c'est très précieux, et c'est ça qu'il faudrait continuer à faire. Ça demande beaucoup de courage. Je ne sais pas si Macron aura ce courage-là, mais en tout cas, il faut trouver des responsables qui sachent dessiner ces choses qui soient un peu plus positives pour l'avenir. Merci Émilie Zapasky, merci Jean-Christophe Gallien. Il est 18h03, passé de 34 secondes. C'est la fin de ce stream, chers amis. Un stream un peu court aujourd'hui. Merci à nos deux duettistes confirmés. Merci à vous dans le chat pour vos questions très très nombreuses. Merci pour votre confiance. Vous êtes spécialement nombreux ce soir. C'est quand on juste et ce genre d'actualité où ça fait réagir, où des questions se posent. Ça vous intéresse, ça nous intéresse aussi et on aime bien les traiter avec vous. Continuez à nous poser vos questions, nous interpeller, nous titiller aussi. C'est un peu le but. C'est de rendre les choses horizontales et que chacun profite des expertises et des savoir-faire de chacun et de chacune. Merci ce soir aussi spécialement à David Dauphin à la gestion pour son coup de main. Merci à Xavier Meunier à la rédaction en chef pour ses conseils avisés. Merci à Stéphanie pour les visuels. Merci évidemment à l'homme du silence et de l'ombre qui crée le son et la lumière. Merci à Cyril Belta à la réal. Je viens de le dire, c'est un stream court, beaucoup trop court. C'est exceptionnel. On reprend dès mercredi prochain de 17h à 19h pour 2 bonnes heures ensemble. On va sans doute reparler un peu de politique forcément puisque la séquence est inédite. On va aussi parler certainement aussi peut-être un peu de la Corée du Sud, de la Syrie, peut-être de la Géorgie. On a plein de dossiers en réserve sur la table du talk et on compte bien les ouvrir avec vous. On ne fait pas que de la politique dans le talk, mais si l'actu l'impose depuis cet été, c'est à tout le moins inédit. Comme je vous l'ai dit hier, on travaille avec Cyril pour changer un peu le décor qui ne convient à personne et à nous non plus. On cherche un nouveau studio, de nouvelles tables, un nouvel environnement et ça prend du temps, mais promis, on va y arriver. En tout cas, on y travaille. Mercredi, on va vous présenter Camille qui rejoint la programmation du talk, avec qui je ne doute pas qu'on aura de super bonnes idées. D'ici là, je vous donne rendez-vous donc mercredi à 17h. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée, peut-être un bon week-end à toutes et tous. Salut.